Ok, ça, c'est moi, en train de méditer sur l'inévitable asphyxie d'un monde paralysé par sa propre hypocrisie. Quand tout à coup, je me suis demandé... Pourquoi on rêve ? C'est vrai ça, parmi toutes les questions sur le cerveau, l'utilité des rêves pour notre organisme reste encore et toujours un mystère. Bon, après avoir cherché un peu, cette question semble en réalité résister encore et toujours à nos scientifiques, mais une théorie l'emporte sur toutes les autres. Pour bien la comprendre, il faut savoir que notre sommeil est séparé en deux parties, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent correspond à la période où votre corps tourne au ralenti, votre rythme cardiaque, votre pression sanguine et votre température diminuent et votre cerveau se met au repos. Par opposition, le sommeil paradoxal tient son nom du fait que même si votre corps et vos sens sont totalement désactivés, votre cerveau tourne, paradoxalement, à plein régime, de la même manière que si vous étiez parfaitement réveillé. Ces deux étapes forment un cycle d'environ 1h30 avec au début une majorité de sommeil lent et une minorité de sommeil paradoxal. Mais plus le nombre de cycles se répète, plus le sommeil paradoxal prendra de place, laissant donc moins de place au sommeil lent, bien plus reposant pour vous. C'est pour cela qu'on dit que les premières heures de sommeil sont bien plus reposantes, et c'est peut-être ce qui a donné naissance à la légende urbaine voulant que votre sommeil soit bien plus reposant avant minuit. Même si c'est complètement faux. Pour en revenir au sujet, les rêves seraient générés pendant cette phase de sommeil paradoxal et seraient surtout utiles à la construction du cerveau chez les bébés et les enfants, leur permettant de revivre une simulation de la vie réelle basée sur les activités de la journée pour revivre le plus grand nombre de situations possibles et entraîner son cerveau au mieux. Chez les adultes, on ignore encore si les rêves sont vraiment utiles, même s'ils semblent aider à résoudre des situations inconsciemment en conflit chez nous pour nous préparer à la journée suivante. Un petit fun fact sur tout ça, c'est ce sentiment de tomber soudainement dans le vide lorsqu'on est en train de s'endormir, ce qui se traduit souvent par un brusque mouvement et un réveil en sursaut. Une des principales théories pour l'expliquer, c'est que notre cerveau, au moment où l'on commence à s'endormir, se retrouve déconnecté des muscles et interprète ça comme une chute dans le vide. Il déclenche donc un réflexe de survie, un mouvement brusque et force votre réveil. Même si ça peut sembler assez simple comme explication, ça soulève surtout une autre question. Une personne n'étant jamais tombée dans le vide, peut-elle ressentir ce sentiment ? En d'autres termes, quelle est la part d'inné et d'acquis chez nous ? Existe-t-il des réflexes ancrés si profondément en nous qu'ils se transmettent de génération en génération ? Une excellente illustration de ce phénomène est l'effet faucon-oie. Prenez quelques oies fraîchement mises au monde, n'ayant pour l'instant rien appris sur les dangers qui les entourent, et faites passer au-dessus d'eux une silhouette représentant l'ombre d'une oie adulte. Celles-ci vont s'empresser de piailler vers leurs congénères. Mais si vous faites passer cette silhouette dans l'autre sens, donnant l'impression qu'il s'agit d'un faucon, les bébés oies vont avoir peur et tenter de se cacher, alors qu'ils n'ont jamais rencontré de faucon dans leur vie. Comme si cette peur était déjà imprégnée en eux. Un autre exemple de ces réflexes de survie innés, mais cette fois chez l'humain, est la très célèbre et fréquente peur des araignées. L'arachnophobie ferait suite à notre cohabitation durant presque 60 millions d'années avec ces créatures, forgeant petit à petit une peur instinctive des araignées pouvant représenter un réel danger de mort à cette époque. Pour démontrer ce phénomène, des scientifiques ont montré à des bébés de 6 mois différentes images de fleurs et d'araignées ayant la même taille et la même couleur, tout en mesurant la dilatation de leurs pupilles. Le résultat était sans appel, la dilatation était de 0,03 mm pour les images de fleurs et de 0,14 mm pour celles d'araignées, soit presque 5 fois plus. La dilatation des pupilles étant connue comme un indicateur de stress, cela indique que, même sans en avoir conscience, les bébés ont naturellement une réaction défensive face aux araignées. Bon, après il s'agit souvent d'une peur enfuie au plus profond de nous qui n'attend qu'un événement provocateur pour se révéler. En pratique, il n'y a aucune raison d'avoir peur, aucune raison de